Mansour Ndiaye, bonjour. Bonjour, Baymar. Mansour Ndiaye, expert financier, homme politique. Nous parlerons, M. Ndiaye, de politique dans la deuxième partie de l'émission. À présent, abordons la première partie sous l'angle économique. Mais en guise de présentation pour nos auditeurs et téléspectateurs, précisons que vous avez décroché une maîtrise option gestion informatique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, suivi d'un master en ingénierie financière. Oui, plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la microfinance. Que dire de la finance islamique également, une de vos activités. Vous êtes auteur de plusieurs communications telles que enjeux et problématiques de la mise en réseau au Sénégal, cas de l'UFM, c'est l'Union financière mutualiste de Louga, et la diversification des produits financiers en microfinance islamique dans le livre intitulé Les expériences de microfinance au Sénégal, publié aux éditions Cartala en 2012. Parlons d'économie, mais surtout l'actualité avec le Sénégal qui a levé 508 milliards de francs d'eurobonds, une nouvelle émission avec un taux d'intérêt fixe de 5,3% sur une maturité finale de 16 ans. Oui, Mansour Ndiaye, dites-nous, que dénote une telle initiative dans un contexte de pandémie? Mais Baymar, une telle initiative dans ce contexte difficile de pandémie qui nous a laminés pratiquement, plombés pendant des années, mais ça veut dire que ça relève d'une grande prouesse de notre pays. Ça, il faut le saluer. Il faut également... En parlant de prouesse, vous voulez dire que le Sénégal a une bonne signature? Mais absolument, parce que la signature du Sénégal, ça veut dire que ça reste crédible, malgré le fait que lors de la pandémie, tous les indicateurs macroéconomiques sont passés au rouge. Quand même, notre pays a pu soutenir une croissance positive, mais également, aujourd'hui, avec cet eurobond, ça montre que la signature de notre pays, malgré tout ce qu'on dit sur l'endettement de notre pays, sa signature reste crédible. Et ça, c'est important pour un pays. C'est un élément, c'est un pilier, en fait, de la souveraineté d'un État. Et ça, je pense qu'il faudrait saluer le gouvernement du Sénégal à travers cet eurobond qui a été décroché, d'aller sur les marchés financiers dans ce contexte de pandémie très difficile, où pratiquement tous les verrous des économies ont été sautés. Décrocher ça relève en tout cas d'un grand défi que notre pays a relevé. Vous parlez de défis, mais d'abord, il faut préciser, Mansour Ndiaye, que les fonds obtenus seront exclusivement utilisés dans la recherche de rachat d'environ 70% de l'eurobond expirant en 2034 et livrés en dollars pour de nouveaux titres en cours, ainsi que le financement de la participation du Sénégal dans le développement des produits pétroliers et gaziers. Alors, Mansour Ndiaye, on emprunte Jean pour rembourser Paul. Finalement, est-ce que la dette en soi n'est pas le talon d'Achille de la politique économique du président Macky Sall? Oui, je pense que le président Macky Sall a vu l'envergure des projets qu'il veut développer pour le Sénégal. Vu également le fait qu'il ait déclaré très tôt qu'il veut l'émergence du pays. Il est obligé, effectivement, d'aller chercher des ressources pour le faire. Donc tous les différents chantiers doivent être abrités, arrosés en tout cas, soit par des fonds propres quand il le faut, comme par exemple l'université Amadou Mahtar Mbow, ou bien attirer des investissements ou bien des fonds étrangers. Oui, on reste toujours dans le cadrage de la dette. Absolument, dans le cadrage de la dette. Mais là précisément, on emprunte pour justement rembourser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce pourquoi au départ on a emprunté, c'est-à-dire investir, nous n'y sommes pas. Oui, en fait, ce truchement que l'État du Sénégal est en train de faire, c'est pour négocier, pour peut-être prolonger, pour avoir d'autres conditions beaucoup plus intéressantes. Parce que l'eurobond expire en 2024, donc je pense qu'il suffit de racheter ces titres pour prolonger en fait
cet eurobond suivant des conditions meilleures. Oui, c'est dans le cadre du respect de l'engagement de départ. Oui, mais on n'a pas pu investir. Oui. Si on emprunte, c'est pour investir. Mais certainement que cet eurobond qui expire aujourd'hui a servi à différents investissements qui ont été faits au niveau du pays. Oui, mais c'est-à-dire que, excusez-moi de préciser, c'est-à-dire que dans l'explication, on nous dit tout simplement que oui, parce qu'on a eu une bonne signature, on a pu lever. Le problème n'est pas de lever ici. Le problème, c'est qu'au départ, on ne nous a pas également expliqué que ce pourquoi on avait emprunté, nous n'avons pas pu réaliser, c'est-à-dire investir. Oui, peut-être que ça a été investi, mais aujourd'hui, il faut constater qu'avec la situation de la pandémie, pratiquement c'est tous les PIB des pays qui a chuté. Et le remboursement, la capacité de remboursement d'un pays est une fraction en fait de son PIB, qui est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises de l'économie nationale. Donc, comme les entreprises ont eu des difficultés, donc le PIB a drastiquement chuté, donc le service de la dette pour avoir une capacité de remboursement également va être diminué, va être atteint. Donc c'est cela en fait que les autorités sénégalaises ont compris. Et le fait en fait de reporter, c'est comme reporter une échéance qui devait intervenir. C'est pas un rééchelonnement. Oui, c'est des formes de restructuration en fait dans les marchés financiers. Et je pense que ça peut tenir parce que ça relève en fait d'une intelligence autour des mécanismes financiers qui permet de prolonger en fait des échéances qu'on devait payer, mais tout en gardant de conditions meilleures peut-être même pour l'avenir. Ça, je le comprends comme tel. Maintenant, l'autre partie, il faut le noter, va être investie effectivement dans les secteurs pétroliers et gaziers, qui quand même relève tout de même de l'investissement. Et je pense que depuis quelque temps, le Sénégalais est en train d'investir. Et même ces eurobonds, peut-être même antérieurs, ont été investis dans différents domaines. Peut-être que maintenant, les retours sur investissement escomptés ne sont pas encore tombés. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, n'ayant pas peut-être les moyens immédiats de le faire, et dans ce contexte également, préfère effectivement renégocier, racheter ces titres-là, peut-être pour prolonger les délais. Vous êtes expert financier. C'est tout heureux de vous poser la question parce que, prise cette question sous l'angle global, est-ce que finalement nos économies, je veux parler au-delà du Sénégal, nos économies aujourd'hui ne sont pas structurées de telle sorte que pour justement quitter ce stade et atteindre l'émergence dont vous parlez régulièrement, est-ce que ce n'est pas là le problème? C'est-à-dire que nous avons justement un environnement si difficile que sortir de cet environnement-là devient problématique, parce que nous ne possédons pas notre monnaie propre. Mais absolument, c'est qu'il y a pas mal de contraintes, c'est vrai, parce que même dans le cadre du PSE, qui est le document de référence, il est clairement expliqué que l'objectif, c'est de restructurer, de réorganiser notre économie nationale, c'est-à-dire de nous réapproprier de cette économie, d'avoir les instruments de politique monétaire, d'avoir les instruments de politique économique qui permettent d'affirmer notre souveraineté économique et de pouvoir, effectivement, comme tout autre pays, faire des mécanismes. Nous l'avons vu lors de cette pandémie. Des pays qui ont la souveraineté économique aujourd'hui se sont permis un certain nombre de choses au niveau intérieur. Ils ont fait sauter les verrous, par exemple, de la politique budgétaire. Ils ont fait même l'émission de monnaie pour le consacrer à des services sociaux, comme par exemple aux États-Unis. Au-delà des idéologies, battre monnaie pour le consacrer à du social. Donc, ce qui est inimaginable pour des économies néoclassiques, des libéraux. Mais je pense que la pandémie est telle qu'aujourd'hui, il faut utiliser toutes les intelligences, tous les moyens et tous les subterfuges pour alléger ce service de la dette, parce que l'économie a été plombée, parce qu'on ne peut pas rembourser dans l'immédiat, au risque maintenant de perdre sa crédibilité en termes d'engagement. C'est tout le sens, en tout cas, du plaidoyer du président Macky Sall, qui est le président du Sénégal, qui a été suivi par 20 chefs d'État qui se sont mutualisés dans le cadre de ce plaidoyer pour la restructuration ou bien même l'annulation de la dette. Oui, mais justement, entre annulation de la dette, justement, le plaidoyer a été fait à Paris lors du sommet de Paris. Oui, en quoi finalement annuler la dette alors que vos partenaires européens sont également confrontés au même problème, sinon pire? Oui, mais il faut comprendre en fait que nos pays africains également sont dans un environnement
qu'on nous a imposé également. C'est un héritage historique. Aujourd'hui, vous prenez l'économie mondiale est dirigée par la Banque mondiale, le FMI, qui nous a imposé sous le régime de Diouf les ajustements structurels, qui ne plaisaient pas à Abdou Diouf, mais il était obligé de le faire, qui nous a imposé la dévaluation du franc CFA. Donc, aujourd'hui, le contexte est tel que, en termes d'avantages, ces pays ont une longueur d'onde en fait sur nous. Maintenant, nous sommes une terre d'opportunité parce qu'on dit demain c'est l'Afrique. On est en train de nous chercher et au moment où nous sommes effectivement en train de nous chercher avec de bonnes perspectives, est arrivée cette pandémie. Raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas cracher sur la dette parce que la dette permet à nos économies aujourd'hui de se relancer, de se refaire au titre de l'investissement qui a un effet multiplicateur assez important dans la demande globale d'un pays. Et ça, c'est très important. Et maintenant, parallèlement à ça, je pense que l'endettement aujourd'hui, c'est connu. C'est-à-dire que tu ne verras aucun économiste dire que non, tel pays ne doit pas s'endetter. Aujourd'hui, la moyenne d'endettement en Afrique, c'est 50% des PIB, qui est en dessous de la moyenne en Europe ou bien aux États-Unis. Est-ce que c'est là le problème? Le problème en soi, est-ce que ce n'est pas de s'endetter pour investir, investissement à impact direct sur les populations? Oui, mais je pense que depuis un certain temps, avec même la déclaration dans nos documents de référence d'un certain nombre de projets phares sur lesquels les emprunts sont adressés directement, c'est-à-dire que ces emprunts aujourd'hui que nous sommes en train de faire, on ne saurait pas dire que c'est utilisé par exemple pour faire du Mumbai ou bien du Yatayimbe, etc. On voit aujourd'hui un certain nombre d'ouvrages assez structurants qui participeraient à une bonne assise, à une bonne réorganisation de la structure même de notre économie. Vous allez aujourd'hui entre la plateforme de Diamniadio, les grands chargeurs, l'aéroport AIBD. Donc voilà une plateforme. Vous voyez par exemple tous les ports secs que le Sénégal est en train de faire. Mais si c'est au niveau de l'endettement qu'il faut le faire, mais ces investissements, l'impact, il faut l'attendre dans 10 ans. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle je dis que l'impact de l'investissement dans le temps n'est pas aussi immédiat que l'impact de la consommation, par exemple, dans la formule de la demande globale d'une économie. Oui, et ça, c'est juste la nécessaire patience qu'un pays devra avoir par rapport à l'investissement. Quand on fait de l'investissement, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans, pour avoir les retombées au niveau de l'économie nationale. Oui, mais Mansour Ndiaye, il y a également un problème ici. Pendant que vous prônez l'annulation de la dette, et également vous achetez un avion à plus de 50 milliards, est-ce que là, il n'y a pas paradoxe de ce point de vue? Oui, moi je ne mettrai pas en parallèle deux types de dépenses qui sont faites par un État souverain. Tant bien même, dans les explications des différents ministres, cet avion a été planifié avant même la pandémie. Il y a un problème. Donc ça se justifie. Oui, planifié maintenant, avant, c'est maintenant qu'on découvre. Oui, ça veut dire que voilà. Oui, il y a problème, il y a décalage, il y a problème. Oui, au-delà. Dans la stratégie de communication. Mais dans une économie, oui, il faut savoir que l'État est un agent économique. Et l'État, comme une entreprise, dans une journée, dans un mois, dans un temps bien déterminé, exécute un certain nombre de dépenses qui sont validées. Oui, mais est tenu aussi de tenir informé. Mais absolument. C'est pour qui, justement, parce que c'est l'argent du contribuable. Oui, ça c'est autre chose. Peut-être que, bon, j'ai oui, entendu des raisons. De redevabilité. L'avion du président, c'est géré par les militaires, etc. Bon, top secret, top défense, etc. On peut entendre tous les types d'avions. Mais je reste sur l'économie. En fait, dans l'économie, il y a des types de dépenses qui sont programmées et les modalités d'exécution de ces dépenses sont prévues, ordonnées, et devront effectivement surtout dans un pays comme le Sénégal où on a une Assemblée nationale lieu justement d'explications et d'informations officielles du gouvernement. Mais absolument. Oui. Mais bon, si l'État juge que par rapport à certaines dépenses, il y a une certaine la notion de secret. C'est pas que l'État juge, mais c'est ce qui est normal qui doit se faire. On est d'accord. On peut être d'accord si on aspire à une certaine citoyenneté, c'est l'exigence d'information. On peut être d'accord. Et de redevabilité. De redevabilité. Oui. Mais je pense que voilà, cet avion ne peut pas être acheté sans que les Sénégalais, un jour ou l'autre, le sachent. Maintenant, le faire, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est pas opportun? Je pense qu'il y a un ordonnateur des dépenses. Si tel
est le cas. La dépense a été programmée bien avant le Covid, donc ça veut dire qu'elle était indexée sur les indicateurs macroéconomiques qui étaient quand même reluisants du Sénégal. Parce qu'on a entendu à plusieurs reprises que le président a été convoyé par tel président, etc. Non, c'est pas ça le problème. Oui, le problème, c'est l'exigence de redevabilité. Tenir informé l'opinion sur un besoin, oui, de dépenses. Mais tout à fait, on est tout à fait d'accord. C'est une question de principe. En temps opportun, je pense que l'État l'a fait, mais peut-être qu'on peut juger que ceci a été fait en retard, etc. Chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais pour moi, bon, l'idée, c'est moins d'épiloguer, par exemple, sur un avion qui devrait être acheté pour assurer notre souveraineté, pour permettre à notre chef d'État de voyager en toute sécurité, pour permettre au Sénégal également d'éclore de par son talent dans le monde, etc. et tout. Aujourd'hui, Air Force One, ça fait partie des symboles des États-Unis. La pointe de Sangomar ou bien l'avion du président de la République du Sénégal devrait faire partie également des éléments, des piliers en fait, mais des images même de notre République. Oui, c'est pas là le problème. En soi, je ne vois pas le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la dépense est opportune, et que cette dépense a été planifiée. Vous l'avez dit. Cette dépense peut être faite. Donc, ce n'est pas lié en fait au fait qu'on devrait renoncer à ceci ou à cela. Non. Et ça, je pense que si tel était le cas, même le président de la République pouvait en juger sur l'opportunité et puis reporter la dépense. Vous l'avez dit, le problème, c'est un problème d'opportunité. C'est un problème aussi de redevabilité à temps et au moment opportun. Sur le service de la dette, sur l'opportunité, sur la pertinence aussi de la dette, vous en dites quoi, finalement, en soi? Tenez-vous bien, Bayoumar. En 2010, toute l'Afrique, on était à 650 milliards de dollars d'endettement. Aujourd'hui, en 2020, on est à 1400 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? À la lecture de ces données, ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui est en train effectivement de prendre en charge son développement. Parce que qui dit endettement, dit effectivement investissement massif sur de grands projets. Et c'est ça qui a permis effectivement cette augmentation fulgurante de la dette africaine. Et donc ça, à mon avis, c'est une information capitale d'un développement endogène par des capitaux également étrangers et tout, qui est en train d'être fait sur le continent, parce que le fait de dire que demain c'est l'Afrique, ce n'est pas un vain slogan, ça veut dire que des choses sont en train de se passer. Au même titre que le chef de l'État, vous optez pour l'annulation de la dette. Mais absolument, moi je suis dans un contexte de crise, cela se justifie pour vous. Mais absolument, parce que... En quoi rapidement? Mais regardez dans ce contexte de crise, où des banques centrales ont émis même de la monnaie, où pratiquement les libéraux, qui étaient tellement cramponnés sur leurs idéaux pour dire que l'État ne doit pas prendre de l'argent pour le donner directement aux citoyens, ils l'ont fait. Des millions de dollars ont été distribués journalièrement à des Américains. Où pratiquement sur les déficits budgétaires, la restriction de 3% a été déverrouillée. On est allé jusqu'à 10% de déficit budgétaire. Donc tous ces indicateurs macroéconomiques, parce que le contexte il est surprenant, parce que le contexte a plombé les économies, parce que si on n'agit pas, il faudrait effectivement s'attendre au pire. Mais je pense qu'avoir l'ingéniosité de dire que comme le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées des entreprises de mon pays, et que les entreprises du pays ont subi de plein fouet cette crise, et ils ne sont pas capables effectivement de produire autant de valeurs ajoutées, mais soutenir un service de la dette indexé sur le PIB poserait également problème. Oui, mais que des pays comme le Bénin s'opposent à l'annulation. Oui, c'est d'abord un problème politique, je pense. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, au moins, il y a un consensus autour de l'annulation. Je dis annulation, restructuration. Parce que si on n'a pas l'annulation, on peut avoir l'annulation de façon bilatérale. Un pays, par exemple, peut décider, comme le Japon, peut décider, par exemple, d'annuler une partie de la dette du Sénégal. Le ministre de l'économie et de la coopération le disait l'autre jour. D'accord, ils l'ont fait. Donc, ce plaidoyer permet aujourd'hui, pour certains acteurs bilatéraux, d'annuler, par exemple, des dettes entre pays, ou bien de les réaffecter à d'autres services, ou bien que, de façon globale également, qu'on arrive à restructurer la dette. Vous parlez que des pays, par exemple, dans le cadre bilatéral ou multilatéral, mais que cela se passe en France. Pourquoi la France? Beaucoup d'économistes pensent que oui, ça aurait pu... pourquoi la France finalement? Mais pourquoi la France? Parce que regardez le FMI. Le FMI, c'est-à-dire il faut qu'à un moment donné également que les Sénégalais soient réalistes. C'est-à-dire? Le FMI
c'est-à-dire vous avez le FMI, vous avez le Club de Paris, Oui. donc qui sont pratiquement des bailleurs de nos États. Oui. Mais on ne peut pas devoir de l'argent à quelqu'un et ne pas se rendre chez lui pour négocier Mais il ses n'y a pas que conditions. la France, il y a la Chine, il y Non, a le Japon, il y a d'autres pays, effectivement, mais les États-Unis. Oui, Pourquoi c'est fait sur l'initiative de la France. Et ce Oui. qui est important, c'est-à-dire quand on discute entre chefs d'État, aujourd'hui par exemple, j'ai entendu le président Macron dire quelque chose de très intéressant. Quoi? Quand vous prenez les droits de tirage spéciaux, Oui. la part de toute l'Afrique, c'est 35 milliards de dollars. Oui. Et aujourd'hui, on veut aller... C'est rien du tout. Oui, ça. c'est rien du tout. Oui. Ça dit c'est la part réglementaire. Oui. Ça veut dire que sur les droits de tirage spéciaux, Oui. toute l'Afrique ne doit pas dépasser 35 milliards de dollars. Oui. La zone sud... Ça veut dire que les autres pays. Au niveau de l'Afrique du Sud, au Oui. sud du Sahara, on a 24 milliards. Oui. 24 milliards. Mais maintenant, C'est rien. si on veut... Mais justement, avec ce plaidoyer, on va Oui. dépasser aujourd'hui cette... Non, mais pour dépasser comment? Il faut que les pays européens cèdent absolument. leur part au profit des C'est pays ce qui sont en train, oui, en c'est développement. ce qui va se passer. Oui. C'est pas l'objectif encore du évident. plaidoyer. C'est l'objectif du plaidoyer. Oui, c'est juste un Par exemple, plaidoyer. ils vont renoncer Oui. aux parties, aux parts en fait dont ils n'ont pas besoin Oui. pour l'affecter Mais à c'est pas nos encore pays. fait. Et Pour l'affecter. rien ne dit qu'ils vont le Donc, faire. donc pour dire qu'il y a des chantiers dans la gouvernance de la finance mondiale. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est de compter sur nos propres forces? Oui, mais- L'Afrique, vous avez dit l'Afrique, vous sentez l'Afrique. Alors, Oui, mais on ne peut pas aller Oui. à la guerre avec ses propres mains. C'est-à-dire qu'il y a un contexte aujourd'hui mondial. Il y a un contexte de l'économie, une réalité qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que les États-Unis dominent l'économie mondiale. Si on le nie pour dire que c'est le Sénégal. mais le combat, Mais- c'est contre Non. l'ultralibéralisme, justement. Oui, mais non, Le c'est-à-dire tiers-monde, c'est-à-dire oui. que la gouvernance des finances mondiales, aujourd'hui, Oui. au niveau de la gouvernance, il y a un travail à faire Oui. par les pays africains. Oui. Il y a certains qui le disent, bon, il faut battre monnaie, Oui. d'autres Est-ce que revoir finalement, un peu. Mansour Ndiaye, finalement, est-ce que c'est pas de revoir justement comment le système financier mondial est organisé? Mais tout à Est-ce que fait. c'est pas là où il faut Mais- mettre l'accent Mais aujourd'hui? c'est le véritable enjeu, même de Oui. ce plaidoyer. Je pense que Oui. le président de la République du Sénégal a compris que, en disant annulation de la dette, comme Abdou Diouf, son prédécesseur, l'avait dit, et quand le Sénégal a même intégré les pays les moins avancés pour bénéficier de conditions spéciales d'annulation de la dette, quand il y a eu ces années répétitives de sécheresse qui nous a pratiquement plombé et laminé, et avant que n'interviennent les politiques d'ajustement structurel. Mais c'est le même scénario qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le fait pour un président de la République de faire un plaidoyer permet de faire bouger les lignes de la gouvernance de la finance mondiale. Sur les droits de tirage, je l'ai dit tantôt, jamais l'Afrique aujourd'hui n'a eu autant de possibilités, par exemple, par rapport aux droits de tirage spéciaux. Aujourd'hui, le FMI est prêt, après, je crois, 8 ans, ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas fait ces droits de tirage spéciaux pour les pays africains. Mais s'ils sont aujourd'hui dans les dispositions pour que les parts qui sont réservées à d'autres pays, soi-disant les grands pays, mais à les réserver à des pays africains, mais c'est un pas aujourd'hui dans le changement de la configuration de la gouvernance mondiale. Et ça, je pense qu'il faudrait que les peuples soutiennent en fait leur leader par rapport à ce défi, par rapport à ce travail. Oui, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Mansour Ndiaye, et le président de Dolel Yakar Espoir. La situation économique, justement, avec cette pandémie, cette crise, que pensez-vous, vous, en tant que financier, des options du chef de l'État dans le cadre de l'industrialisation? Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'industrialisation en tant que moyen sur lequel on doit s'appuyer pour la relance ne s'opère pas avec les options actuelles du chef de l'État? Je pense que dans le PSE, qui est le document de référence, l'a consacré. C'est-à-dire quand sur un axe, le président de la République disait qu'il faut restructurer notre économie et l'orienter vers une économie de transformation. Oui, mais il n'y a de pas. la matière. Avec quoi? C'est vrai. Maintenant, il y a un certain nombre. Il n'y a plus d'industrie au Sénégal. Il y a un certain nombre. Le tissu industriel est en train de changer, c'est vrai. Moi, par exemple, je sais ce que je dis parce que j'ai investi au niveau de Diamniadio, la plateforme. Oui. Mais à côté, vous avez la zone DID, la zone industrielle. Vous avez senti la volonté politique du chef de l'État d'appuyer de telles initiatives. Est-ce que vous l'avez senti? Je vous donne un autre exemple. Avez-vous senti, la question elle est précise, avez-vous senti justement un accompagnement ou une volonté politique du chef de l'État? Mais il y a un cadre de référence, Oui. il y a une volonté. Même si je peux juger après la volonté.
ou bien la manière dont les choses sont en train de se passer. Mais je voulais vous donner l'exemple de Sandiara. L'image de Sandiara dans l'imaginaire des Sénégalais, quand vous quittez Kaolack pour rallier Mbour, c'est juste un village où on vend avec un marché de moutons, où on vend des moutons. Oui. Mais aujourd'hui, il y a 6 entreprises qui sont installées dans une zone économique spéciale. 6 entreprises qui font différentes activités. De quelle nature? Du poisson, farine de poisson, etc. Donc, il y a aujourd'hui, à date, c'est-à-dire qu'il y a 6 entreprises qui sont installées en milieu, qui font de la volaille, en utilisant par exemple énormément de jeunes qui sont dans les villages environnants. Moi, j'ai été surpris par l'intelligence, en tout cas, de la territorialisation de ces politiques autour des villages environnants, des jeunes qui travaillent sur la volaille, etc. Et puis qui lié de mutualisation au niveau de Sandiara pour l'exportation, la taille de l'industrie. Non, c'est-à-dire au moins c'est des tailles moyennes quand même. Non, c'est beaucoup d'investissement. Par rapport à l'ampleur et à la forte demande. Regarde, en termes d'emploi. Au niveau des zones économiques, l'investissement minimum c'est de 500 millions en termes d'équipement. Donc ça veut dire que c'est des PME qui ont une certaine taille. PME, vous avez bien. Qui ont une certaine taille et qui peuvent consacrer sur un espace donné au moins 400, 500 emplois. Par exemple, c'est le cas de notre unité, par exemple au niveau de Diamniadio. Mais je vous dis que il y a un certain dynamisme qui est en train d'être imprimé par de jeunes investisseurs, entrepreneurs sénégalais. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faut aller encore beaucoup plus loin. Il le faut. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire soutenir les entreprises, soutenir de façon péremptoire aujourd'hui la création d'entreprises. Et puis les 5 premières années où les entreprises pratiquement ont... C'est de là que devrait passer la relance dont on parle. Absolument, absolument. C'est l'industrialisation, c'est transformer tout ce qu'on produit. Oui, le cas du cuir. Si je donne le cas du cuir, le cas du cuir. Aujourd'hui, le cuir quitte le Sénégal, les peaux, ils quittent le Sénégal pour être transformés en Italie ou bien dans d'autres pays, revendus aux artisans sénégalais, mais avec des coupures parce que les bonnes parties ont été sectionnées. Donc, on nous envoie le rebut. Donc ça, je pense que quand on parle de restructuration de notre économie, il faudrait maintenant que le privé investisse en fait dans ces domaines et qu'il soit soutenu en fait par les pouvoirs publics. Mais vous l'avez dit qu'il soit soutenu depuis 2012, c'est maintenant qu'on le comprend. Mais absolument, il y a un existant. Il y a un existant. Je pense que l'État est en train de soutenir. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est beau, tout ce qui est dit, etc. Mais pratiquement sur le terrain, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire par les politiques publiques pour soutenir aujourd'hui les entreprises, par exemple dans le cadre de conventions pour la main-d'œuvre, activer la convention État-employeur de façon nette, essayer également de soutenir ces investisseurs. C'est vrai qu'on disait le FONGIP, mais soutenir les PME en termes de garantie, parce que toutes les garanties que exigent les banques aujourd'hui, c'est le foncier. Et ça nous crée d'autres problèmes. C'est clair. Qu'on sent ailleurs dans la vie de la nation. Parce que si chaque entreprise, pour accéder au crédit, il faut hypothéquer un titre foncier, etc. Mais on ne s'en sortira pas. Donc il faut d'autres mécanismes. C'est les goulots d'étranglement. Voilà, le PSE l'avait édicté, mais dans la manière, dans la réalisation, dans l'opérationnalisation de ces mécanismes, il faut noter qu'il y a encore des faiblesses. Ce sont des goulots d'étranglement. Dans le cadre de la microfinance, vous y opérez, vous en êtes un expert de la microfinance. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est par là également qu'il faut vous appesantir pour la relance de l'économie? Mais absolument, la microfinance dans tous les pays du monde, je pense que ce qui a valu à Mohamed Younous le prix Nobel de la paix, ce qui a permis au Bangladesh, ce petit pays avec la Grameen Bank, d'opérer aujourd'hui aux États-Unis, qui est l'image de la puissance mondiale, pour sortir les Américains vulnérables de la pauvreté. Mais cet outil-là, cette stratégie doit être effectivement bien maîtrisée, bien déroulée en fait dans nos États qui sont encore fébriles. Et ça, je l'ai toujours dit, ça fait 5 ans que je le répète, la microfinance est une stratégie qui permet à l'État de mener une politique, toute une politique sociale par rapport aux couches les plus vulnérables. La microfinance, ce n'est pas une affaire de Mbotaï, ce n'est pas une affaire de Mumbai. La microfinance, c'est une stratégie derrière. Je suis en train de travailler avec le Madagascar pour une stratégie nationale d'inclusion financière des jeunes, microfinance FOIAF, éducation financière, etc. Et notre pays, effectivement, devrait aller encore dans ce sens. Dans les pays asiatiques, j'étais au sommet mondial de la microfinance avec Mohamed Younous. Dans les pays asiatiques, les banques centrales
refinance directement les institutions de microfinance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de goulot d'étranglement. C'est vrai qu'on a des fonds, etc., qu'on crée. Après, il faut financer. Mais pourquoi ça n'émerge pas au Sénégal? Pourquoi ça La microfinance au Sénégal n'émerge pas? Mais pourquoi? On pêche dans la stratégie. La microfinance a fini d'émerger quand tous les acteurs réunis autour de la microfinance se voyaient planifier ensemble avec l'ensemble des bailleurs. Il y avait vraiment toute une structure au niveau de la gouvernance de la microfinance qui était installée. Et ce sont les années fastes de la microfinance où la microfinance a réussi sa promesse. À quel moment? Où la microfinance est partie très loin du Sénégal. De la microfinance au Sénégal. Expliquez-nous. Tout est parti du gouvernement canadien avec un projet de Parmec. C'était un projet de loi. C'était même pas encore une loi. Projet de loi parce qu'on s'est inspiré de 3 expériences. C'est Mohamed Younous du Bangladesh, c'est Desjardins du Canada et c'est Raiffeisen de l'Allemagne, qui sont tous des intellectuels, mais qui, à un moment donné de la vie de leur nation, quand ils ont vu cette extrême pauvreté, ils sont sortis des universités pour concevoir des modèles qu'ils ont testés au niveau de la population et opérationnalisés. C'est le cas de Mohamed Younous, qui est professeur d'université et qui a mis en place la Grameen Bank. Alors, tout est parti de là. Au début, c'est vrai, il fallait une phase d'émergence, il fallait encourager. C'est la raison pour laquelle il y avait ce qu'on appelait les GIEC, les groupements d'épargne économique. Donc, chaque mbotay pouvait créer effectivement des... Mais à un moment donné, il fallait passer à la phase de professionnalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai été formateur sur la microfinance. Oui. On a formé, on a revu les systèmes d'information. On a mis en place l'Afrique pour ça. Oui. Et vous avez du mal à le développer dans votre propre pays. Mais justement, quand vous prenez par exemple la microfinance islamique, c'est là où c'est plus terrible. La microfinance islamique, quand je l'ai initiée au Sénégal pour parler de microfinance islamique, on m'avait opposé au niveau du ministère la laïcité de l'État. Et on m'avait demandé d'enlever le islamique. Et aujourd'hui, j'ai eu raison. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a Baytul Mal que j'ai appuyé. En Côte d'Ivoire, il y a Raouda Finance. Au Togo, au Bénin, Messit, etc. Et quand au Sénégal, les autorités ont fermé carrément les institutions qui étaient en train de se mettre en place, c'est-à-dire que alors que dans d'autres pays africains, moi-même j'y ai travaillé avec mon cabinet, et pour que effectivement que ça devienne un élément sous-régional et qui a été, quand j'ai fait la formation pour la BCEAO et les 8 cellules ministérielles, c'est à ce moment que le gouverneur, le directeur de la microfinance m'a dit, écoute Mansour, quand j'ai vu votre CV, avec tout ce que vous faites avec la Banque mondiale, si vous parlez de microfinance islamique, de finance islamique, là on est rassuré. Et c'est à ce moment que le cadre réglementaire a été lancé. Mais depuis lors, je pense qu'il n'y a pas cette volonté de faire appliquer ce cadre réglementaire. Au Sénégal. Voilà, au Sénégal. Oui, depuis lors et jusqu'à présent, oui. On est toujours sur des expériences pendant que les autres pays, ils ont des institutions qui sont en train. Pendant que l'Angleterre est en train de devenir un hub européen de la micro, parce que justement que c'est un marché. Pendant que Djibouti, où j'ai travaillé également, est en train de décoller. Pendant que la Côte d'Ivoire est en train de décoller. N'ont-ils pas compris les enjeux? Mais c'est une question de stratégie. Oui, et de volonté finalement. Le Sénégal et de volonté politique. Et de volonté politique. Oui. Le Sénégal devrait se ressaisir. Aujourd'hui, avec 47 milliards, on aurait dû adresser tous les jeunes du Sénégal avec le principe de joint venture, la Moudaraba, qui est un produit, un mécanisme en fait de la finance islamique. Mais on aurait dû encourager beaucoup de jeunes à travailler. Ils ont la force travail qu'on valorise et le capital est donné par le fonds. Donc la mutualisation, le joint entre le capital et le travail, mais ça donne des résultats. Quand ça donne des résultats, on se le partage entre les jeunes et entre la banque. Oui, beaucoup d'opportunités finalement. Alors plus loin, l'économie solidaire comme élément révélateur en termes d'opportunités, vous ne trouvez pas le compte pour le Sénégal, l'économie solidaire? Oui, on vient juste de valider, je crois, la loi d'orientation sur l'économie solidaire. Oui. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui sont beaucoup carrément... d'opportunités. Beaucoup d'opportunités qui ne sont pas... Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est entre les mains d'une experte ou... Quel est le problème finalement? Bon, je ne jugerai pas, mais je non, pense c'est que pas un problème un problème de jugement, c'est un problème de constat. Bon, je l'ai dit par exemple sur la microfinance islamique. Moi, ça me gêne en fait que une thématique
aussi importantes soient confiées à des gens, par exemple, qui ne savent rien de la thématique. Ça également, c'est vraiment... c'est difficile à comprendre. C'est douloureux. Moi, quand on m'a appelé, par exemple, pour travailler sur la microfinance islamique, j'ai dit, je suis fatigué. Je suis un homme fatigué. Ça fait 10 ans que je fais le plaidoyer. Regardez la haute autorité de Waqf, vous l'avez. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne manque pas de ressources. Il y a des docteurs qui ont fait leurs études. Je dis, des études en Malaisie, qui ont travaillé sur pas mal de systèmes dans le monde, mais qui sont au Sénégal, qui ne font rien, qui font la formation. Oui, et le président, justement, actuellement, parle d'employabilité pour les jeunes. Oui, mais justement, qu'en pensez-vous? Oui, avec autant d'argent annoncé. C'est là où on pêche dans la stratégie. Parce que quand on se trompe dans la stratégie, ça veut dire... C'est un problème de stratégie. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de résultats après. Oui. C'est-à-dire il faut comprendre la chose. Malgré toutes les annonces. Il faut comprendre le degré de portée de la microfinance islamique. Il faut le comprendre. Et il faut savoir avec quel instrument et quel levier. Il faut le comprendre pour descendre maintenant en portée. Je donne un exemple. Balboa, c'est la zone la plus pauvre de Djibouti. Djibouti, c'est pratiquement un pays où pratiquement toutes les puissances étrangères sont là-bas. Parce que c'est une position stratégique. Mais Balboa, c'est la zone qui est carrément banlieue, quoi. Très pauvre. Très pauvre, mais qui a été adressée. Moi, j'ai vu comment des personnes qui étaient, qu'on considérait même qui étaient dans la pré-microfinance, qui n'étaient même pas encore dans la microfinance, ont pu effectivement, avec la microfinance islamique, développer des projets. Mais on développe des projets. Mais ce n'est pas du financement classique. Ce n'est pas du Mumbai. Ce n'est pas aller visiter les familles religieuses, etc. On n'a rien à voir avec les familles maraboutiques ou bien le clergé. Mais on parle de finance, on parle de business. Parce que Dieu, dans le Coran, il dit, ne confiez pas vos avoirs à des incapables. Ne thésaurisez pas, mais ne confiez pas vos avoirs à des incapables. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un meilleur mécanisme aujourd'hui pour adresser, pour même permettre à des PME de produire. Regarde, ils financent la production des PME en termes d'industrie. Ils financent même l'agriculture avec le salam. C'est-à-dire que vous allez me livrer à date donnée, vous allez me livrer 50 tonnes de riz de telle qualité, tout est décrit et voilà l'argent. Le gars, il prend l'argent, il va dans la vallée, il investit, il travaille et à date, il vient, il rend la marchandise. Mais c'est des opportunités. Mais en quoi c'est un obstacle dans un pays où on parle de laïcité finalement? Non, mais c'est même pas la laïcité. En quoi c'est un obstacle? La laïcité aujourd'hui, l'argument de la laïcité, je pense qu'aujourd'hui est levé. Parce que la microfinance islamique n'est pas... Aujourd'hui, comme je le dis, c'est vraiment... Le Sénégal est en train de rater, en tout cas, la stratégie. Mais je pense qu'il faudrait une politique beaucoup plus osée par rapport à la microfinance islamique, par rapport à la finance islamique. Parce que pour vous, l'alternative, c'est ça? L'alternative, c'est ça. C'est-à-dire que ça pourrait permettre déjà de soulager tout ce qui était dans la pré-microfinance, les jeunes également, parce que ça permet aux jeunes de créer des entreprises. Une opération de Moudaraba crée une entreprise. J'ai vu des institutions coiffées par la banque tunisienne, mais une institution qui rentre dans le capital. C'est-à-dire qu'en tant que jeune, vous créez votre entreprise, je rentre dans le capital. Je reste pendant 5 ans pour vérifier les éléments de gouvernance, etc. Vous remboursez votre argent, je sors du capital. Il y a une stratégie une stratégie. Donc, ils sortent du capital et puis l'entreprise continue. Alors, oui, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité Mansour Ndiaye, expert financier. Aujourd'hui, en termes d'alternative, si cela est une bonne alternative en termes d'embauche, en termes d'initiative, oui, de microfinance par rapport à la forte demande des jeunes, qu'avez-vous à dire à ces jeunes qui vous écoutent? Quel est le canal pour y arriver finalement? Oui, le canal pour y arriver. Mais moi, j'encourage les jeunes. De façon concrète. J'encourage les jeunes d'abord, à se battre. À se battre pour porter le plaidoyer de l'accès à ces différentes ressources. Je les encourage également à utiliser leur expérience. Je ne parle pas de projet ou autre, mais chaque jeune aujourd'hui a un vécu. Comme je le disais tout à l'heure, l'ambulant, il applique chaque jour le marketing en 3P ou bien en 5P. C'est-à-dire concrètement. Parce qu'il sait la place, il sait où il va s'approvisionner. Et il sait que par exemple, le fagot qu'il a, qui est d'une valeur de 4000 francs, de citron qu'il vend, il sait comment, il a le coût des produits et il sait également sa marge. Et il sait également sur quelle artère il va le vendre et en quel moment de la journée. Donc il prend des décisions
Parce que à ce moment vous les sortez de l'informel, voilà, hein? Vous les sortez de l'informel alors. Oui, mais pour dire juste qu'ils ont un vécu. Il ne faut pas les considérer comme des gens qui n'ont rien, qui ne savent absolument rien, ou bien... C'est-à-dire, du coup, on les exclut. Le jeune qui sort de l'université, qui a son projet, mais il doit être reçu, écouté. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si la question des fonds est de côté, ça dit qu'aujourd'hui, ce sont les fonds qui doivent s'adapter aujourd'hui à la culture de ces jeunes. C'est pas des procédures très longues, c'est pas des choses compliquées, il faut des choses très simples. Moi, j'aime bien un directeur qui descend sur le terrain, qui rencontre un jeune, qui lui parle et que le lendemain il le finance parce qu'il croit, il a foi en fait effectivement à l'expérience de ce jeune. C'est-à-dire en matière de finance, il y a des choses, ça relève même de l'instinct, c'est-à-dire tu le sens, tu le fais. Et donc cette idée de décentraliser est opportune. Et une bonne opportunité. Moi, je pense que le gap en termes de couverture, je le disais il y a des années, quand vous allez par exemple dans la commune de Nit, c'est là où on cultive pratiquement toute la patate douce du Sénégal. Mais il n'y avait pas d'institution financière. Donc pour ça, je pense qu'il faut, une volonté extrême. Et ça, j'encourage en tout cas le président de la République dans la territorialisation de ces politiques. C'est extrêmement important. C'est le seul moyen aujourd'hui pour rendre de façon équitable les ressources du Sénégal aux Sénégalais. C'est le seul moyen également pour démocratiser aujourd'hui les informations, pour que le Sénégalais qui est à Dakar soit au même niveau d'information, ou bien le Sénégalais qui est à Tambacounda soit au même niveau d'information de tout ce qui existe aujourd'hui comme dispositif, etc., pour l'utiliser et puis pour faire avancer son travail. Alors, en y restant, justement, un des goulots d'étranglement, c'est quand vous contractez 60% de dette, alors que, pour 5% de recettes fiscales. Contradiction majeure et non mineure. Problème. Je suis d'accord. C'est-à-dire que sur aujourd'hui la politique fiscale, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à être faits, qui doivent être faits. Beaucoup d'efforts à faire. Parce que également, je pense que tous les pays qui sont rigoureux en termes de service de la dette, en termes de recettes, de politique budgétaire, etc., je pense qu'il faut une certaine rigueur. Au Maroc, par exemple, le patrimoine bâti, pratiquement est répertorié, cartographié. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas échapper. Aujourd'hui, le seul type d'impôt qui est le plus usité, c'est l'impôt invisible, c'est le TVA, qui taxe tout le monde. Mais le patrimoine bâti est faiblement taxé, etc. Il y a d'autres niches, en tout cas, qui permettront effectivement d'élargir cette assiette et puis de mettre plus de ressources. L'autre élément, c'est quoi? C'est la transparence et la rigueur dans la gestion. Parce qu'on ne peut pas également, de façon souvent inéquitable, opérer pour faire des remises fiscales à certaines entreprises et laisser d'autres sur le carreau, etc. Je pense qu'une politique, quand elle est définie, il doit s'appliquer à tout le monde. Et qu'on laisse effectivement à ceux qui ont les ressorts de modifier ou bien de donner effectivement des avals pour qu'on puisse opérer. Des fois, c'est l'Assemblée nationale. Et qu'on laisse le soin à l'Assemblée nationale de le faire ou bien à d'autres structures de le faire. Mais des fois, les entreprises se sentent assez frustrées parce qu'à côté, on a les mêmes difficultés, mais au finish, effectivement, telle entreprise est favorisée par rapport à telle autre entreprise. Et je pense que ça, c'est des aspects d'amélioration de ce qu'on est en train de faire dans une dynamique d'équité et puis de correction de beaucoup de dysfonctionnements. Et beaucoup de dysfonctionnements. L'employabilité comme problématique aujourd'hui de l'heure, qu'avez-vous à dire en termes d'évaluation à mi-parcours? Bon, moi je sens que... En termes d'évaluation, hein? Oui, je sens qu'il y a un réveil. Déjà, la prise de conscience en soi est très importante. Aujourd'hui, par exemple, tous les acteurs de quelque bord que ce soit, ils sont conscients aujourd'hui qu'il faut travailler autour de la problématique de l'emploi des jeunes. Il y a un consensus national, un consensus fort autour du président de la République, par exemple, sur cette question. Ça, déjà, c'est un point. De l'autre côté également, les jeunes ont compris également que c'est le moment également qu'ils mettent leurs énergies à la disposition du pays. J'ai rencontré récemment les jeunes du Wallo. J'ai rencontré 200 jeunes presque dans quelques communes. Mais pratiquement, ces jeunes, Ça commence à faire effet? Oui, absolument. Ils sont conscients maintenant Avec quel indicateur? Non, ils sont... Bon, je les ai écoutés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je les ai écoutés. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de jeunes qui sont en train de dérouler leur projet. Je pense que des structures comme l'ADER, ils sont en train de financer les jeunes. Récemment, il y a pas mal de jeunes, par exemple, du Wallo, qui ont été financés, d'autres également, etc. Ça va suivre. Mais au moins, aujourd'hui, ils savent. Et l'information également est transmise.
Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été mises à disposition, que ce soit sur les recrutements, que ce soit... Tout ça, en fait, a permis à booster et puis à faire comprendre aux jeunes également qu'ils doivent s'émanciper, qu'il y a des combats également qu'il faut arracher. Et ça, c'est important. Je pense qu'ils ont eu cette fougue pour dire à toute la classe politique sénégalaise, à la population sénégalaise, que ce moment-là, c'est le moment également de la jeunesse. Et je pense qu'il faut les féliciter et puis continuer à simplifier les choses. Parce que le jeune qui vient de Fonguelemi, de Kaffrine, de la Casamance, etc., qui veut travailler, tu ne peux pas lui opposer un projet, ipso facto. C'est-à-dire ce jeune, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des structures, comme on l'a dit, les pôles emploi, etc., pour faire les projets rapidement, pour le mettre dans un processus et puis pour lui donner son financement. Il doit travailler. Et les pôles emploi, oui, comme en termes d'alternatives. Absolument, parce que moi, si j'avais un point sur lequel je félicite le président de la République, c'est sur cette option, et même pratiquement une option démesurée, de vouloir territorialiser les politiques publiques. Et ça a été une demande sociale depuis des années. Parce que c'est ça qui a conduit à pratiquement un fragment du territoire national. Par exemple, je le disais souvent, quand vous prenez le taux de pénétration de la microfinance entre Dakar, Thiès, etc., où 90% de l'offre de services est consacrée, par exemple, sur très peu d'espace. Alors que vous avez l'arrière-pays, vous avez d'autres, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller, on n'a pas le choix. Pour que les jeunes-là qui continuent de venir à Dakar avec des charrettes, pour rester ici, sans provision, etc., pour que ce phénomène-là s'arrête, je pense qu'il faut investir effectivement dans le monde rural, où il y a la terre, il y a l'eau. Regardez les terres fondées. Quand vous quittez, par exemple, Ross Béthio, en allant vers Matam, Podor, toute la partie droite de la route nationale, c'est ce qu'on appelle les sols qui sont très, très, très fertiles. C'est les sols fondés. Et de l'autre côté, vous avez 240 000 hectares de terres arables. Moi, on m'aurait donné aujourd'hui la gouvernance de tout ce territoire, mais le Sénégal n'achètera pas une graine de riz de l'étranger. Ah oui? Mais comment? Je vous assure, Comment? Oui, expliquez-nous comment. Mais regardez, je vous donne un exemple. Avec quelle option? Avec quelle option? Vous allez à Ross Béthio, 40% de la délégation de Dagana est concentrée dans un espace où vous avez 3500 hectares qui est utilisé par des populations. Mais c'est la plus grande entreprise. Les gens n'ont pas compris que c'est la plus grande entreprise agricole de cette localité. Ah oui? Mais justement... Avec quel rendement? Avec des rendements énormes. C'est-à-dire qu'en termes de rendement, le Sénégal... Mais 11 tonnes à l'hectare. Ah oui? 11 tonnes à l'hectare, ils le font. Mais la question de la transformation, la question de la gestion de la chaîne de valeur, la question même des revenus, comment c'est réparti sur la chaîne de valeur. Mais regardez cette coopérative de Grand-Duc Tellel. Si cette coopérative était appuyée comme il se devait, en termes de gestion, en termes de... Mais tout, c'est-à-dire ce serait l'épine dorsale même de la politique d'autosuffisance en riz. Ah oui? Parce qu'on n'a rien à créer. On est en face d'acteurs qui, depuis leurs ancêtres, ils ont fait cette culture, ils ont hérité ces terres continuent à rester des terres d'agriculture familiale, mais on produit des tonnes et des milliards de francs CFA. Donc, aujourd'hui, toute la politique de l'État serait quoi? Mais serait effectivement une certaine endogénisation en se basant, en reposant tout ce qu'on fait sur le territoire et sur les individus qui sont sur le territoire. Et ça valoriserait le capital humain au niveau du territoire et le pays se sentirait mieux. Mais justement, oui, est-ce que là ne résiderait pas la solution par rapport à l'autosuffisance finalement, tant clamée? Oui, l'autosuffisance, je pense que ça a été la plus belle initiative de notre nation qui a été entreprise ces dernières années. L'autosuffisance, le fait de vouloir l'autosuffisance en riz. Et dans cette partie, oui, déclinée telle que vous l'avez fait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas ça aussi une des options qui n'a pas été comprise? Oui. C'est-à-dire que les politiques, quand elles sont élaborées, ça marche en fait dans notre imaginaire. Dans notre imaginaire. Oui. Et les ressorts déjà pour le faire, fonctionnent. Mais sur le terrain, il faut souvent voir qu'il y a des goulots de trame. Il faut un grand suivi. Je vous donne un exemple. L'État subventionne des moissonneuses-batteuses à hauteur de 60%. Ça veut dire qu'une moissonneuse-batteuse qui coûte 100 millions, la personne débourse 40 millions, soutenue également par d'autres fonds de l'État. Mais si cette moissonneuse-batteuse se retrouve de l'autre côté de la frontière, vers la Mauritanie, et opère en Mauritanie, c'est la faute à qui? Donc, ça veut dire que... À qui?
il faut une certaine traçabilité de ce qu'on est en train de faire en termes de politique. On ne peut pas débourser des moyens, subventionner du matériel pour que ce matériel-là ne desserve pas les Sénégalais, ne soulage pas les Sénégalais. Et moi, par exemple, qui loue une moissonneuse-batteuse pour récolter mon champ, et je paye 2 sacs, c'est-à-dire que depuis 20 ans, c'est les 2 sacs que je paye. C'est-à-dire que cette subvention n'a aucune incidence sur les prix que les petits producteurs... Ce que vous êtes en train de dire est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il y a des fuites vers d'autres destinations. Mais je suis un acteur de terrain, du terrain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moissonneuses-batteuses qui se retrouvent de l'autre côté. Parce que les moissonneuses-batteuses, souvent, on les donne à des gens qui ne sont pas des véritables producteurs. Ah oui. Il faut les donner. C'est-à-dire, c'est ce que je te disais. C'est grave ce que c'est-à-dire, dans la raison pour laquelle, je pense que la territorialisation poussée des politiques publiques permettrait d'identifier l'ensemble des acteurs, de les mettre en synergie et de voir comment capter toutes les opportunités, en fait, dans le cadre, effectivement, de ces politiques publiques. Espérons que cela ne tombe pas dans l'oreille des sourds. Oui, pour ne pas, justement, arrêter cette saignée-là sur les moissonneuses. Absolument. Qui échappent à l'attention de nos autorités. Qui échappent non seulement, et qui profitent à d'autres. Non seulement qui échappent, mais il n'y a aucune retombée pour les petits producteurs. Par exemple, quand l'État subventionne à 60%, mais il faudrait que le prix diminue pour les petits producteurs. Sinon, la subvention n'a pas de sens. Si c'est pour faire de sorte que Bayoumar ait sa moissonneuse-batteuse, on lui subventionne à ça, alors que sur le prix qu'il pratique sur les petits producteurs. Mais il n'y a aucun impact. Donc la subvention de l'État, c'est pour qu'il y ait un impact. Et augmenter la productivité, en fait, du petit producteur. Et globalement, en fait, du secteur. Donc c'est des goulots d'étranglement. Tout le problème est la suivi, évaluation. Suivi de ces grands projets. Il faut un suivi. Oui. Alors, parlons politique. Vous êtes également un homme politique parce que vous êtes le leader de Dolel Yakar Espoir. Oui, membre également de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est cela? Oui, depuis 2012, je pense que nous étions dans Benno Bokk Yakaar. Après... Nous étions, vous l'êtes toujours ou pas? On était sortis au référendum parce qu'on n'était pas d'accord sur le projet, etc. Donc on a battu campagne pour un non au référendum parce qu'on est un parti politique également. On a toujours indépendant, autonome, oui. Et donc, aujourd'hui, apparemment, lors des élections passées, avec tous les candidats qui sont venus, comme nous n'avions pas un candidat, donc nous avons soutenu un candidat. Et en ce moment, nous avons pensé que le président Macky Sall était le meilleur candidat pour cristalliser nos efforts, etc. Nous nous sommes donnés lors de la campagne, comme il se devait. Et puis, nous sommes en train, effectivement, de scruter les prochaines échéances. Locales à venir? Voilà, parce qu'en 2014... Avec quelle perspective? Toujours en restant dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar? Nous avons toujours travaillé avec les autres. Donc, ça également, nous allons le mettre en priorité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la mouvance. Et nous allons travailler avec déjà les conseillers que nous avons, une centaine, dans différentes localités du pays, surtout dans le monde rural. Nous allons travailler dans le cadre de la grande coalition et puis voir... Benno Bokk Yakaar pour les élections locales à venir. Absolument. Parce que nous irons dans ce sens et puis... parce que moi, je suis... C'est votre position? Oui, on est en train de dire que actuellement ce qu'on est en train de vivre, compte tenu de toutes les contraintes que les États sentent, etc., il faut cristalliser toutes les énergies. Donc, le faire pour le Sénégal, il faut taire, en fait, les égos, taire les divergences, taire les idéologies, mais pour travailler, être au service de nos populations. Parce que ces gens-là, quand tu les rencontres sur le terrain, ils espèrent beaucoup en termes de développement et ils espèrent moins en termes de politique politicienne et en termes même de politique. Aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures des élections locales. Si je prends l'exemple de Ross Béthio, vous êtes candidat? Au niveau de Ross Béthio, toute la classe politique... Vous êtes candidat ou pas? Toute la classe politique. Oui. On est ensemble au niveau de... Il y a le Rewmi, PLD. Donc récemment, nous avons fait une conférence de presse, mais tous les acteurs politiques, parce qu'au niveau de Ross Béthio, ce qu'on est en train de dire, c'est extrêmement important. Nous avons un projet d'excellence territoriale, parce que Ross Béthio, c'est le poumon de la vallée du fleuve Sénégal. Ross Béthio a abrité, il y a de cela, une trentaine d'années,
les premières empreintes de la SAED, la Société nationale d'exploitation des terres du Delta. Ross Béthio est le berceau du riz. Et Ross Béthio doit être l'épine dorsale de toute la politique d'autosuffisance en riz. Alors, Ross Béthio également se trouve à 50 km de Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui va abriter différentes sources gazières, etc., minières, pétrole et tout. Et donc, nous sommes en train de dire, toute la classe politique, et même les anciens, je m'en veux l'ancien député Samba Dergaye, que tout le monde connaît, qui était député à l'Assemblée nationale, le maire Babacar Diop, qui est une ressource fondamentale du FONGS, c'est-à-dire partout au Sénégal, du CNCR, etc. Nous sommes tous ensemble pour dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se préoccupe du développement de cette contrée. Et avec la jeunesse, avec les femmes et avec tout le monde. Vous êtes candidat ou pas? Et donc, candidat à la candidature. Et donc, on n'est pas encore... Oui, mais Mansour Ndiaye, êtes-vous candidat à la candidature? On n'est pas encore à la candidature. J'ai vu pas mal de gens déclarer leur candidature. Oui. Mais avec mes collègues qui sont des leaders, on est tombé d'accord sur le fait de notifier devant la population notre unité à faire de Ross Béthio une localité émergente au vu de ses potentialités. Et la question politicienne doit être reléguée au second plan ou bien au moment venu. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'attirer l'attention en perspective des locales à venir. Toutes les ressources aujourd'hui sont ensemble. C'est ça l'important aujourd'hui. On n'a jamais eu, dans l'histoire de Ross Béthio, autant de partis politiques qui ont décidé effectivement de laisser tomber leur effigie. De faire bloc. Pour être ensemble. Au profit de qui? Au profit de qui? Au profit de qui? Regarde Bayoumar. Oui. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train même d'anticiper sur l'hivernage. Parce qu'on connaît par exemple les cycles d'inondation. On est en train d'anticiper sur l'hivernage, sur le financement des jeunes, sur même... À quelle fin? À quelle fin? Mais au fin de développer notre terroir. Au fin, parce qu'on a compris en fait que notre terroir a un positionnement stratégique dans le Sénégal. Et si la politique d'autosuffisance en riz a échoué, moi, Mansour Ndiaye, je dis que c'est ma faute. Parce que peut-être que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et aujourd'hui, autour de cela, nous avons réuni toute la classe politique pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit un. Pour qu'on fasse taire toutes les divergences et pour travailler pour la localité. C'est une localité d'environ de 15 000 âmes. Donc, qui sont réunis par une certaine historicité, par des liens, etc. Donc, maintenant, il y a un bouillonnement politique. C'est vrai qu'on retrouve tous les partis politiques du Sénégal à Ross Béthio, parce que c'est une terre d'opportunités, il y a beaucoup d'enjeux, etc. Et au-delà de Ross Béthio, c'est l'intercommunalité. C'est-à-dire, quand vous prenez la commune de Diama, quand vous prenez la commune de Ronf, mais pratiquement, vous avez tout l'espoir du Sénégal en matière d'autosuffisance en riz, en matière de maraîchage, en matière également d'élevage, etc. On trouve tous les métiers. Ross Béthio aujourd'hui est un carrefour. Il y a au moins 7 nationalités qui ont été recensées au niveau de Ross Béthio. Les gens viennent de la Guinée-Bissau pour venir travailler le riz. Les gens viennent de la Mauritanie, des Guinées, etc. pour venir. Ils se retrouvent. Il y a 7 nationalités au niveau de Ross Béthio. Un creuset électoral. Oui, au profit un creuset électoral, mais au profit de qui? Au profit de... Parce que l'expression en fait du suffrage, c'est parce que les populations veulent quelque chose. Mais quand vous entrez aujourd'hui à Ross Béthio, moi quand j'entre à Ross Béthio, ce visage hideux qui est présenté, où pratiquement c'est une agglomération qui est pratiquement rurale, alors que c'est une zone où pratiquement nous tous on est ressortis de là-bas. Aujourd'hui, si Mansour Ndiaye a pu visiter 52 États dans le monde à travers la microfinance, mais Mansour est ce petit-fils de Ross Béthio qui a fait ses études dans l'école publique. Mansour, il doit continuer effectivement à assister. C'est le sens en fait de l'action. Vous êtes dans la propagande. Vous êtes dans la propagande. Alors oui, expliquez-nous Mansour Ndiaye. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui Mansour Ndiaye est candidat à la candidature à Ross Béthio? Je ne voudrais pas l'exprimer en ces termes et créer des frictions au niveau de notre très belle coalition. Parce que je pense que partout au Sénégal, je pense que le président de la République l'a récemment dit, partout au Sénégal, les politiciens devraient arriver à de grands consensus. Parce que c'est simplement avec de grands consensus qu'on peut influer sur la gouvernance locale. Je vous donne un exemple. En 2014, j'avais ma liste. Ma liste n'était pas la meilleure liste. En 2014, l'APR, etc., avaient leur liste. Ils se sont retrouvés avec des conseils et l'essentiel des ressources de Ross Béthio ont été mises en rade. Et je ne veux pas que ce phénomène se reproduise. Oui. On veut un conseil municipal qui est à la hauteur des tâches. En définitive, et c'est la toute dernière question
êtes-vous candidat à la candidature? Mais je serai candidat quand les Ross-Béthiois diront que Mansour, nous voulons que vous soyez candidat. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci en tout cas. Il est expert financier, mais également homme politique, membre de Benno Bokk Yakaar, et il était invité de l'émission Objection de ce dimanche. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Également un grand merci à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé, Papa Yo, Abdoulaye. Au revoir et à dimanche prochain.